Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 61e webinaire du CAREP Paris. Ce soir, notre débat portera sur un pays qui est malheureusement assez exclu du champ des sciences humaines et sociales en France, et notamment sur le monde arabe, à savoir l'Algérie. L'Algérie a vécu en 2019 des bouleversements politiques, après avoir été relativement épargnée par les printemps arabes. En effet, un mouvement populaire de contestation du pouvoir au nom du Irak a débuté en février 2019. Il a conduit 2 mois plus tard à la démission du président Bouteflika, qui est resté 20 ans au pouvoir. Si le pouvoir algérien a permis la révision de la Constitution pour répondre aux demandes du Irak, dans la réalité, rien n'a bougé dans le système politique algérien. Alors, face à un système qui apparaît comme immuable, les Algériens et Algériennes se montrent effectivement inventifs. Ils cherchent des moyens pour contourner le système et dans cet effort, rien de mieux que le recours à l'art. Car derrière l'esthétique de l'art se cache souvent un message politique. Lorsque cet art s'inscrit dans l'espace urbain, il devient alors une véritable arme aux mains des citoyens pour lutter contre l'oppression, mais aussi pour affirmer leur volonté de vivre ensemble et de faire société. Dans quelle mesure le retour de l'art dans l'espace public algérien, après une longue décennie noire, a-t-il permis au peuple de se réapproprier cet espace et de réhabiliter ainsi une citoyenneté récréative aux Algériens? C'est la question à laquelle s'est proposé de répondre ce soir pour nous notre invité qui est Gaëlle Emery. Merci beaucoup Gaëlle à vous d'être avec nous ce soir. Vous êtes donc agrégée et doctorante en géographie à l'université de Tours au laboratoire CITER et vous vous intéressez aux appropriations artistiques de l'espace public en Algérie. Vous avez notamment effectué plusieurs recherches de terrain dans ce pays entre 2017 et 2020 et donc découle le travail que vous allez nous présenter ce soir. Donc, je laisse un instant à ma collègue pour qu'elle puisse partager avec nous votre PowerPoint. Pour commencer notre débat ce soir, j'aurais aimé que vous nous dites un peu comment vous êtes arrivé au sujet de l'art et notamment de l'art dans l'espace public algérien. Bonsoir à toutes et à tous, donc, en présentiel et en distanciel. Et tout d'abord, je tenais à vous remercier pour votre invitation et puis pour votre venue et pour ceux qui assistent également. J'ai un parcours un petit peu atypique de l'histoire à la géographie, puisque ce qui m'a amenée en Algérie, ce sont tout d'abord mes études d'histoire relations internationales. Dans le cadre de mon master de recherche, je me suis rendue donc en Algérie pour consulter les archives. Et de là, j'ai fait des rencontres près de la jeunesse, auprès d'artistes qui m'ont invitée à revenir et à les suivre dans les différentes activités qu'ils réalisaient. Donc, je les ai suivis au concert qu'ils organisaient. Je les ai suivis également dans les associations dans lesquelles ils menaient des ateliers et dans lesquels ils s'impliquaient. Et je découvrais une société civile, une jeunesse, à l'encontre de stéréotypes des candidats à l'exil et à l'encontre de ce que les archives officielles pouvaient dire sur eux. Et je leur ai demandé un matin à Béjaïa de m'emmener voir du graphe. Et depuis, je n'ai pas lâché, cela m'a attiré ma curiosité. Et depuis, j'ai mis en place une veille artistique et culturelle en Algérie. Et ça a été le motif de mes nombreux allers-retours. Donc, je découvre à Béjaïa, donc, dans une ville au nord-est de l'Algérie, que vous pouvez peut-être voir sur la carte, au nord-est d'Alger. Et donc, je découvre un premier mouvement artistique qui s'appelle l'art et public, qui est né en 2017. Donc, l'année où moi, je m'y rends, ça venait juste de se produire. Et donc, dans un quartier périphérique de la ville de Béjaïa, un collectif d'artistes a décidé de manière indépendante et non officielle d'investir cet espace. Et donc, en accord avec les habitants et avec leur participation, d'organiser un événement artistique donc, qui s'est traduit donc, par la réalisation de fresques, de graphes, mais également l'organisation de temps d'échange entre les artistes et les habitants, prenant la forme de temps de rencontres, de danse, de théâtre et de chant. Et donc, ce mouvement
également cette deuxième fresque réalisée qui représente donc une femme donc sur un mur, cette femme aux cheveux longs, dont l'artiste Sardas l'a fait par motivation, dans le sens nous voyons peu de femmes dans l'espace public, donc je vais les représenter, je vais la représenter, donc il a voulu représenter une image de la femme selon lui. Et donc, à partir de cet attrait pour ce mouvement, qui a la particularité de s'être reproduit dans le temps et dans l'espace, et de s'être diffusé en dehors des villes uniquement du Nord, mais également vers les villes du Sud, telles que Ouargla ou Larhuat. Il s'agissait d'un mouvement qui prenait forme, qui s'inscrivait dans le temps et dans l'espace. Et donc, j'ai mis en place une veille artistique au début via les réseaux sociaux, puis ensuite j'ai pu rencontrer les artistes coordinateurs de cet événement, notamment à Bida, à Alger. Et puis, donc pour ceux qui sont aujourd'hui, qui font partie de la diaspora algérienne en France également. Et de manière concomitante, j'entame des études de géographie, je parle de ce mouvement et mes professeurs m'encouragent à poursuivre cette étude. Très bien, merci beaucoup Garé. Alors, parler à la fois de l'art public et aussi de l'espace public dans le cadre de l'Algérie, ça peut paraître effectivement un peu audacieux, car la notion de l'espace public renvoie, en tout cas dans son acceptation habermasienne, à un espace où la critique citoyenne s'exerce en quelque sorte contre le pouvoir de l'État. On peut donc légitimement interroger la pertinence de ce concept dans le cas algérien, tout comme celui de l'art public, qui pourrait être compris comme un art officiel et donc peut-être entendu comme étant un art étatique. Pour comprendre donc un peu votre approche, il me semble peut-être utile de revenir dans cette première partie de notre débat ce soir sur ce qui fait, selon vous, la spécificité de l'espace public en Algérie. Alors, la spécificité ou le paradoxe de l'espace public, pour reprendre les travaux de Nassim Adriss. Donc, effectivement, lorsque j'ai commencé à étudier cette question des pratiques artistiques dans l'espace public en Algérie, j'ai questionné, par souci de rigueur épistémologique, les concepts mobilisés, donc d'espace public et d'art public, donc des concepts occidentaux qu'il fallait que je questionne, puisque ils font partie d'un millefeuille définitionnel, d'autant plus qu'il fallait les transposer à un autre espace géographique et donc inclure également une remise en contexte social, politique, historique et spatial. Et donc, en effet, l'espace public a une dimension politique, comme vous venez de le dire, avec la définition d'Habermas, mais également une définition sociologique, si on renvoie aux travaux d'Erving Goffman, qui parle d'un lieu marqué par des interactions. Et donc, j'ai préféré une définition, on va dire, socio-spatiale, à la fois sociologique et géographique, sur un espace donc bâti, construit, mais de médiation qui permet des interactions, un lieu de rencontre avec les individus, mais qui questionne un espace donc public pour qui, pourquoi et également pour quelle accessibilité et quel usage en Algérie. D'autant plus qu'il s'agit d'un espace en Algérie donc, qui paradoxal, à la fois excluant, mais à la fois également intégrateur, un espace qui est actuellement reconfiguré ou pour lequel on assiste à une reconquête, notamment avec les manifestations du Chirac. Certains chercheurs ont parlé de reconquête de l'espace public. Toutefois, d'autres parlent de reconquête temporaire, le jour du vendredi, mais pas les autres jours de la semaine. Donc, un espace public qui fait débat, qui suscite un certain nombre de questions et qui apparaît comme labile à la fois dans le temps, dans l'espace et puis notamment dans la langue. Et ça, c'est un élément assez intéressant puisque est-ce que le nombre de... Enfin, il n'y a pas de... Souvent, le terme d'espace public est conservé comme tel en langue française. Ou alors, il est renvoyé à un lieu spécifique, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas le terme d'espace public, mais on va plutôt renvoyer à un lieu, donc la rue ou la place. Ensuite, le terme, par exemple, en arabe littéraire de Fada al-Am est très peu employé. En revanche, donc on va plutôt avoir le terme de al-Blasa ou al-Shara'a, le lieu qui va être défini par lui-même. Et d'autant plus que les termes qui renvoient à cet espace public sont souvent à connotation négative, donc des termes qui vont renvoyer plutôt à la déviance ou au mélange. Ce sont
Par exemple, on va parler d'espace public pour dire les gens du dehors, Nas al-Bara, et les gens du dehors, c'est plutôt une connotation négative, ou encore même les filles de la place, Banat al-Plaza, qui renvoie plutôt à des pratiques aux mœurs légères. Et donc, un espace public qui donc a connotation négative, donc devient excluant pour certains, et donc qui va accoler à ceux qui vont se l'approprier, justement, cette négativité. Donc là, vous anticipez déjà un peu ma prochaine question, en fait, qui était de savoir d'où venaient en fait ces représentations négatives de ce terme en fait espace public, puisque vous le dites en fait dans vos différents écrits. Vous dites aussi qu'utiliser en fait ce mot espace public ou le transposer en langue arabe, ça ne fait pas sens parce que ça renvoie pas aux mêmes choses. Mais d'où vient en fait cette association de ce terme espace public avec des représentations assez négatives, puisque vous dites parfois on entend parler justement de jardins publics ou d'autres lieux qui ne sont pas forcément vus comme positifs en tout cas. Alors pas vu comme positif et puis pas vu comme positif pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a aussi la question du genre qui se pose dans le rapport à l'espace public. Une connotation négative qui est due donc à certaines pratiques qui peuvent être négatives dans l'espace public et à un espace qui échappe à un certain contrôle et qui est donc assujetti aux injonctions sociétales, morales, conservatrices que l'on peut retrouver en Algérie. D'accord. Et dans la fabrication de l'espace urbain en Algérie, ce qu'on constate, c'est qu'on a essentiellement évacué toutes les dimensions symboliques des lieux. Et par conséquent, l'espace produit ainsi, il restait finalement assez anonyme, assez détaché aussi du contexte social, géographique et même identitaire. Il y a aussi le fait qu'il y a une prolifération des modèles exogènes de construction qu'on a vu apparaître, pas qu'en Algérie, mais aussi ailleurs, qui se sont produits notamment avec l'urbanisme de lotissement et de grands ensembles, et qui a justement contribué à dématérialiser ces lieux en les rendant insignifiants et non attractifs. Et j'aimerais peut-être citer ici le professeur de sociologie urbaine Madani Safassi Touné de l'Université d'Alger, qui dit justement que l'Algérie a connu une urbanisation qui n'a fait que cristalliser et figer dans le béton des processus et des logiques qui, jour après jour, ont éloigné ce pays d'une modernité ouverte et active. Est-ce que vous souscrivez à cette analyse ou estimez-vous qu'il y a eu peut-être depuis les années 2000 et notamment avec les nouveaux plans de développement une plus grande volonté de la part du gouvernement algérien de reconstruire peut-être certains espaces publics? Les différents plans de développement urbain ont pour volonté de faire ériger en Algérie des villes métropoles du XXIe siècle, donc qui comprennent un certain nombre d'éléments tels que le reverdissement avec l'apparition des parcs, des jardins pour enfants ou encore aussi des travaux sur les corniches pour illustrer l'avènement d'une société qui accède au divertissement, au loisir. Toutefois, on est sur un espace public aseptisé, encadré avec un usage défini et destiné à une certaine catégorie de population, classe moyenne supérieure, public familial avec enfants. Et donc, on est sur un espace public de façade, entre guillemets. Donc vous dites effectivement dans votre mémoire que l'espace public est un objet en crise, mais en même temps, vous montrez dans ce même travail qu'il est également un objet de support en fait pour ces crises. Donc la question suivante que j'aurais pour vous, c'est en quoi la ville algérienne est-elle témoin des problèmes et des revendications sociales de la population aujourd'hui et comment peut-être aussi cette réflexion a-t-elle influé sur le choix des villes que vous avez étudiées? Donc vous avez dit effectivement que vous étiez à Béjaïa, mais aussi à Blida et à Alger. Oui, alors effectivement, l'espace public est un objet en crise et puis un objet donc, témoin des crises, puisque lors, par exemple, de manifestations, il est investi. Donc, ça va être l'investissement des rues, l'investissement des places, certaines places, par exemple, qui ont pu être renommées, ou certaines rues également qui ont été renommées lors des manifestations du Hirak. Donc, devient témoin et devient support également. Et donc,
puisqu'il va être investi notamment par les artistes, par le biais de collage ou par le biais de street art, de graphes, qu'il l'était auparavant, avant le Chirac. Et on remarque que certaines de ces pratiques ont pu être accrues durant les manifestations. Très bien. Et oui, j'enchaîne sur est-ce que cela a influé sur mes choix de ville? Alors, oui et non, puisque mon terrain d'études a commencé avant les manifestations du Chirac. Donc, Alger, parce que c'est la première ville que j'ai découverte. Donc, c'est là où j'ai découvert également les premiers événements qui avaient pu avoir lieu, les premiers graphes et street art. Et puis, cela a pour intérêt d'être la capitale. C'est un espace artistique. Alger est une ville paradoxale, à la fois artistique et en même temps aussi également conservatrice. Béjaïa, c'est une ville de région kabyle, donc marquée aussi par des revendications identitaires donc autres. Donc cela peut être mis en perspective et se retrouver dans les pratiques artistiques. Et enfin, la ville de Blida, qui a été investie par le mouvement La République et dont les coordinateurs sont des coordinatrices. Et donc là, on est sur plusieurs éléments intéressants. On est sur une ville en arrière-pays d'Alger, donc dans l'ombre du rayonnement culturel de la capitale, une pratique artistique inscrite dans le temps depuis les ateliers menés par Denis Martinez dans les années 1980, et puis une activité artistique et culturelle dynamique, et notamment à l'initiative d'un collectif très féminin dans sa composition. Donc ça, c'est également quelque chose qui m'intéresse de questionner. Merci beaucoup, Gaëlle. Donc, si je tente de résumer un peu cette première partie de notre débat, ce qu'on pourrait peut-être en retirer, c'est que le concept d'espace public dans le cas algérien demeure essentiellement encore défini par la négative, c'est-à-dire en opposition finalement à ce qui n'est pas privé. Même si l'espace public reste encore aujourd'hui très assimilé à l'idée du lieu où s'exprime justement le pouvoir central, et vous le dites aussi là à plusieurs reprises dans votre texte, donc on parle beaucoup de beylik. Oui. On peut effectivement constater à travers l'art justement des tentatives de réappropriation de cet espace, et je vous propose donc de voir dans la deuxième partie de notre débat comment cet art a permis l'appropriation de l'espace public en Algérie. Donc, vous notez que l'art public n'est pas un phénomène nouveau en Algérie, puisqu'il s'agit historiquement du lieu privilégié de la mise en scène du pouvoir. Mais depuis le début des années 2000, et peut-être même plus récemment avec le mouvement du Hirak, l'Algérie a néanmoins connu un renouvellement des formes et des lieux d'expression de la société civile et qui questionne finalement le rapport à l'art public et à l'espace public. Donc, comment le glissement d'un art public, entre guillemets, officiel et donc étatique, vers un art public, entre guillemets, là, non officiel, donc citoyen ou non étatique, s'est-il opéré en Algérie? Oui, alors, cette question d'art public, donc l'art public de manière générale, donc c'est l'art du dehors, donc ça peut être des statues, des mosaïques, une fresque, c'est également des performances publiques. Et donc, l'art public peut être officiel, c'est-à-dire l'État qui met en place une statue commémorative, c'est de l'art public. Donc, ça peut avoir une vocation commémorative, esthétique, politique. C'est également aussi un art qui peut être donc, non officiel, donc, qui n'est pas de commande, qui peut être à l'initiative des artistes, et donc également par souci d'esthétisme, ou également recouvrir un discours politique, contestataire. Et donc, en Algérie, on a une pratique d'art public qui est ancienne. Donc, je ne sais pas si on pourra la voir sur le PowerPoint. Vous avez, mais vous la connaissez probablement, cette inscription de la photographie voilà, de Marc Riboud. Voilà. Un seul héros, le peuple. Donc, voilà, vous avez là une appropriation de l'espace public. Et de surcroît par photographie donc qui va s'inscrire dans le temps puisqu'elle va nous être conservée. Donc le recours justement au mur pour s'exprimer. À l'indépendance, l'État algérien va utiliser l'espace public pour valoriser la culture de l'État, notamment utiliser donc, la réalisation de fresques
pour vanter les bienfaits des politiques agraires notamment. Donc, l'art public existe, l'art public officiel. Un collectif d'artistes créé en 1965 va également, donc le groupe Aouchem, pardon, donc qui veut dire tatouage en kabyle, donc organisé, qui rassemble une dizaine d'artistes et organisé notamment par Denis Martinez, donc ancien professeur aux Beaux-Arts d'Alger, va revendiquer dans un manifeste la volonté de réaliser de l'art public sans la coupole de l'État. Donc le collectif va être dissous, censuré puis dissous. Mais voilà, la volonté, l'art public existe, la volonté d'un art public indépendant existe également, mis à mal de manière générale durant la décennie noire, avec une revivification à partir des années 2000, à plusieurs titres en raison d'un double contexte. Fin des années 90, fin de la décennie noire, le recours à l'art curatif d'une certaine manière, pour pallier et dépasser le traumatisme des années noires, et en même temps les transferts culturels entre notamment la diaspora algérienne en Europe, qui en Europe voit l'effervescence, l'essor du hip-hop. Et donc un art public, notamment de street art et de graffiti, qui va se déployer davantage. Très bien, justement, c'est une des prochaines questions que j'avais pour vous, à savoir quel type d'art en fait on peut trouver dans l'espace public algérien, et surtout la question de savoir si c'est le lieu qui influence le choix de la technique artistique ou si c'est justement l'art qui va servir pour interroger ce lieu. Donc un peu la question qu'est-ce que la ville fait à l'art et qu'est-ce que l'art fait à la ville? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans l'espace public comme genre artistique? On va retrouver donc du graphe, du street art. Donc, moi, pour l'instant, mes travaux portent surtout sur ces éléments. Mais on va également retrouver des danses de rue, des pratiques théâtrales, des performances dans l'espace public qui vont avoir lieu, ou même des installations. Donc, j'aurais aimé vous montrer les performances, par exemple, la performance du drapeau de l'artiste franco-algérienne Sarah El Hamed, donc, qui a investi l'espace public et qui, dans une vocation d'interroger aussi le commémoratif, la construction du drapeau, et la mise en place du drapeau. Et donc, elle réalise cette performance à Paris et à Alger. Et elle va convier le public à la réalisation de ce drapeau. On a également les réalisations, les installations publiques de Fouad Bouadba, qui lui interroge le recours, comment ça s'appelle, la question migratoire, donc les kharagas, voilà. Voici, en réalisant donc les naufragés, avec des mains réalisées en ballon. Donc voilà, on va retrouver des installations publiques, des performances également. Et donc en effet, comment l'espace influe. Donc l'espace peut être choisi de manière symbolique pour réaliser. Ils vont choisir un lieu qui fait écho au message qu'ils veulent passer. Néanmoins, par exemple, Sarah El Hamed, qui réalise sa performance, a été contrainte à la mobilité, puisque dès qu'il y avait attroupement autour de sa performance, la police, les autorités intervenaient. Donc, elle s'est retrouvée à réaliser une performance finalement itinérante en parallèle du cortège du Hirak, ne pouvant pas réaliser de manière stable sa performance. Les artistes vont également s'adapter donc aux contraintes que les autorités font peser sur eux. C'est-à-dire que lorsqu'ils veulent réaliser un message politique, ils vont notamment recourir au collage pour être plus rapides dans l'espace public. Ils vont également, par exemple, pour certains, simplifier leur œuvre, comme celle-ci, celle que l'on peut voir. Donc, c'est un artiste algérois, Mohik, qui réalise donc cette œuvre, ce visage, El Fatcha, qui renvoie à un visage laid, en dialecte algérien. Et donc, il a voulu réaliser de manière très simple, avec les yeux qui sont un trait, les joues qui sont donc un rond, pour justement, par souci de temporalité dans l'espace public, être furtif, rapide, pour échapper aux autorités. On a également des artistes qui vont recourir au collage ou au pochoir pour être rapide. Un souci. Mais en même temps, certaines de leurs œuvres qui vont perdurer
comme celle-ci, qui ont été réalisées donc, en 2019 lors d'un mur d'expression durant les manifestations du Hirak, sont encore aujourd'hui présents sur les murs algérois, et donc posent la question d'une patrimonialisation en creux, ou du moins de la difficulté peut-être d'effacer ou d'intervenir lorsqu'on est sur des questions vives. Là, la question du Hirak, en l'occurrence. Mais vous dites aussi dans vos différentes publications que cet art public, ce que vous nommez art public, est bien souvent encore considéré comme justement une pratique illégale et dont la réception sociale, et c'est là-dessus où je voudrais peut-être revenir, n'est pas toujours justement favorable. Donc il y a aussi effectivement encore des milieux conservateurs dans la société algérienne qui peuvent justement s'opposer à ce type d'art. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu quelles sont les répressions et les reproches auxquels peut-être les artistes que vous avez pu interviewer ont fait face et ont dû à s'exposer? Oui. Alors, en effet, on a une réception que j'ai désignée à variable, c'est-à-dire qu'officiellement, graffer sur les murs est interdit. Donc, sous peine d'amende, de fichage et lorsqu'il y a récidive, de poursuites plus importantes. Pour autant, c'est pas toujours interdit et c'est pas toujours autorisé. C'est plus paradoxal ou ambigu que cela. C'est-à-dire que certains graphes sont interdits, vont être contraints à l'arrêt lors de leur réalisation avec une intervention immédiate. Parfois, ils vont être mis hors champ, par effacement, donc hors champ de l'art officiel, avec un effacement plutôt différé, plus tard. Et parfois, ils vont être, ce qu'on pourrait dire, tolérés. Et donc ça, c'est ce qui est intéressant. Donc, lesquels sont tolérés? Donc, souvent ceux qui sont nationalistes, par exemple l'image de la colombe, mais avec un discours qui représente le drapeau, lui va être conservé, donc il est toléré. Ou également, ils vont être tolérés lorsqu'ils ont un effet positif, notamment sur les politiques urbaines, lorsqu'ils permettent de requalifier certains espaces qui, auparavant malfamés, sont de nouveau fréquentés. Donc, une réception invariable, une réception de la part des autorités qui vont intervenir. Donc, les artistes peuvent être arrêtés, avoir des amendes, avoir leur matériel saisi, être fichés également, ou également une réception qui va être autoritaire de la part, cette fois-ci, de conservateurs religieux notamment. Et donc à cet effet, je vous montre cette fresque réalisée par Slimane Sayoud, donc l'homme au gobelet, réalisée à Alger en 2014 dans le cadre de l'événement JART 14, qui a été le premier événement d'art public organisé à Alger, soutenu par le programme Euromed, et qui a été difficilement accordé, dont les autorisations ont été difficilement octroyées par les autorités algériennes. Et donc cette œuvre, réalisée en 2014, rue Ben Boulaïd, à Alger Centre, un espace peu investi de cette manière, on va dire, a fait l'objet en 2019 d'un acte de vandalisme. Donc des conservateurs religieux ont vandalisé cette œuvre et ont ensuite renvoyé cette œuvre vandalisée sur les réseaux sociaux. Et cette œuvre a suscité un débat au sein de la société algéroise et de manière générale au sein de la société algérienne. Les autorités sont intervenues pour dénoncer un acte qui renvoyait aux heures sombres de l'Algérie et ont érigé cette œuvre en étendard de la liberté. Et donc certains artistes ont regretté que depuis 2014, cette œuvre était toujours présente alors qu'il s'agit à la base d'un art éphémère. Et en même temps, on regrettait également que des conservateurs religieux puissent la malmener et proférer des menaces de mort à l'encontre de l'artiste en question. Donc, un débat et un acte qui montre que, en effet, les artistes, au-delà des autorités, peuvent également être confrontés à des tensions sociétales, qui vont de menaces verbales également à la crainte de menaces physiques. Certains conservateurs religieux interviennent lorsqu'ils réalisent leurs œuvres, donc certains dans la discussion pour leur rappeler que leurs œuvres ne sont pas conformes
à ce dont eux, selon leur discours religieux, mais également des fois des artistes qui sont contraints d'arrêter sous la menace leur production. Merci beaucoup, Gaëlle. Donc, nous avons vu en fait dans cette deuxième partie comment l'art est peu à peu devenu un moyen de réappropriation de l'espace public, même si Gaëlle l'a expliqué, elle fait encore face à des réticences aussi bien du côté du gouvernement que du côté de la frange la plus, on va dire, conservatrice de la société algérienne. On constate néanmoins que l'expression artistique dans l'espace urbain algérien s'est accrue, notamment depuis le mouvement du Hirak, s'inscrivant peut-être ici plus clairement dans une position contestatrice vis-à-vis du pouvoir aussi. Donc, comment l'art urbain est-il devenu finalement un moyen de résistance en Algérie? C'est ce que je vous propose de voir justement dans la troisième partie de notre débat. Donc, en Algérie, les murs sont la propriété de l'État. C'est ce que vous écrivez dans votre mémoire. C'est le code pénal algérien. Voilà, et c'est ce que le code pénal stipule effectivement. La simple action finalement de graffer ou de peindre sur un mur signifie donc l'entrée en concurrence avec l'ordre établi. Et vous écrivez alors, et je vous cite, en rompant avec l'esthétique urbaine, les artistes proposent ainsi par leurs gestes un discours de la contestation. Donc finalement, le simple fait de graffer aurait une portée politique ou contestatrice selon vous? Oui, alors avant même de graffer, hein, à partir du moment d'avoir une pratique artistique et puis de s'affirmer en tant qu'artiste, c'est s'affranchir des injonctions familiales, sociales qui pèsent sur eux. Et à ce titre, quelque chose de symbolique, lorsqu'ils deviennent artistes, mais comme souvent beaucoup d'artistes, ils prennent un nom d'artiste, et donc ça serait comme une naissance, mais la naissance qu'ils ont choisie. Et donc c'est assez intéressant au regard des injonctions sociétales. Certains font face aussi à plusieurs injonctions de la part de leur famille qui ne soutiennent pas leur acte. Quand on parlait des autorités ou encore des conservateurs religieux, première difficulté auxquelles ils sont confrontés, c'est s'affirmer en tant qu'artiste au regard de leur famille, au regard de la société. Donc déjà là, ils sont dans un acte d'affranchissement à la norme qui est intéressant au regard des injonctions qui pèsent sur eux. Et ensuite, oui, se présenter dans l'espace public, c'est se rendre visible, et c'est rendre visible ce qu'ils vont produire. Pour certains, bien que lors des entretiens, ils me disaient non, ce n'est pas une démarche politique, mais étant donné que c'est une pratique qui est interdite, ils vont s'affranchir des normes juridiques. Donc, on est dans une posture, du moins, qui peut être interprétée comme politique. D'autant plus qu'ensuite, sous couvert d'esthétisme, lorsqu'ils proposent des événements en discussion avec les publics, lorsqu'ils ils impliquent les publics dans ces mouvements, il y a aussi une volonté de défaire les stéréotypes à l'encontre des artistes, de démocratiser ces pratiques artistiques, de les véhiculer, de les rendre visibles. Donc, on est également sur des démarches politiques, puisque ça va rentrer en concurrence avec l'État, la politique culturelle officielle. Donc, vous les avez pu rencontrer, du moins certains parmi vous. Donc, qui sont ces artistes justement qui proposent un art public contestataire? Est-ce que vous pourriez peut-être nous dresser un peu un portrait sociologique de ces personnes? Qu'est-ce qui les motive et comment opèrent-ils? Est-ce qu'ils agissent plutôt en solitaire ou est-ce qu'on a ici à faire face aussi à des actions collectives peut-être? Oui, alors j'ai pu rencontrer, donc j'ai mené un terrain d'études hybride en raison de la pandémie, donc une partie d'études de terrain, donc j'ai pu rencontrer les artistes, et puis une partie d'études par le biais des réseaux sociaux, d'Internet, donc avec des entretiens menés à distance. Et donc, je vous ai épargné du PowerPoint les différents graphiques que j'ai pu mener. Mais donc, j'ai dressé des portraits sociologiques, géographiques, et puis également artistiques à la suite de ces entretiens. Et donc, j'en ai défini 3 catégories d'âge, par exemple, avec donc ceux qui ont entre 19 et 25 ans, 25 et 30, et puis ensuite ceux qui ont au-delà de 30 ans. Donc, des profils donc des profils en termes d'âge. Par rapport également à leur milieu social dans lequel ils ont pu grandir. Est-ce qu'ils viennent d'un milieu social artistique et culturel affirmé, plus ou moins éloigné mais ouvert sur ces questions, ou
éloignés et fermés à l'égard de ces questions. Également des profils qui m'ont permis de définir une scène majoritairement masculine, mais avec quelques femmes présentes tout de même. Un portrait géographique. Majoritairement, ils viennent des villes du Nord, donc qui sont des espaces artistiques assez dynamiques, avec des lieux culturels, des instituts culturels, des écoles d'art également, avec donc trois espaces géographiques majeurs qui se distinguent. Donc, un triangle à l'ouest entre Oran, Sidi Bel Abbès, Mostaganem, le Alger Blida dynamique également, et puis ensuite, à l'est, les villes, donc la ville de Béjaïa, et puis la ville également de Annaba qui est assez dynamique, avec un petit espace, un petit enclos entre Ouargla et Larouat, plus au sud, pour lequel je n'ai pas encore suffisamment de matière, mais pour lequel voilà, il y a de l'appropriation artistique dans l'espace public dynamique. Et donc un portrait sociologique, artistique également, entre ceux qui ont une revendication purement esthétique et puis ceux qui affirment avoir une revendication à la fois esthétique et politique. Et donc j'ai pu notamment leur poser la question par rapport au Hirak. Est-ce que, ayant participé au Hirak, quelle était leur position vis-à-vis de leurs origines sociales, leurs origines, leur discours artistique et leurs origines spatiales. Et donc, ce qui était intéressant, c'était de voir que, par exemple, dans la région kabyle, une région donc, dynamique en termes artistiques et culturels, la réception du Hirak était assez négative, notamment parce qu'ils en ont, pour certains, plus souffert ou de répression de la part des autorités, alors que, par exemple, à Alger et à Oran, selon que l'on était jeunes artistes, c'était l'effervescence parce que c'était ce qui leur avait permis de sortir du stade à la rue. Donc avant, ils réalisaient les tifos ou haranguaient les troupes dans les stades et désormais, ils faisaient partie des cortèges dans les manifestations. Or, pour certains, à Alger et à Oran, qui étaient plus professionnels, ils ont été aussi peut-être plus surveillés. Donc, pour certains, le Hirak était plutôt quelque chose pas forcément de négative, mais qui n'a pas permis une ouverture telle qu'il était espéré du moins. Et quelles sont les principales formes artistiques justement par lesquelles la contestation en particulier passée et a été exprimée en Algérie, et quels étaient peut-être aussi les lieux que ces artistes avaient justement choisis pour exprimer leur mécontentement et s'inscrire donc en concurrence finalement avec le gouvernement. On en avait échangé un peu avant et vous parliez justement aussi d'un toit. Pourquoi choisir ces endroits un peu insolites finalement pour s'adresser au gouvernement? Alors, majoritairement, donc, ça va être les lieux, en termes de lieux, la rue, donc les murs et les places. Donc, des places qui vont être investies. Je pense notamment, par exemple, à Constantine, des places qui vont être investies, qui vont devenir des espaces un peu théâtrales, qui vont être renommés et qui vont se traduire par des appropriations. Donc, sur le PowerPoint, on avait cette fameuse photo que vous connaissez peut-être puisqu'elle a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, la danseuse à Alger, qui est des espaces publics qui vont être investis par la danse, également par les pièces de théâtre. Cela va notamment être le cas beaucoup en Kabylie. Atman Agoun a travaillé sur cela en rappelant justement la tradition kabyle du recours au théâtre. Et donc là, on va avoir un théâtre satirique qui va tourner en dérision le pouvoir algérien. Et en termes de lieux, on a aussi des lieux atypiques qui vont être investis. Alors, je ne l'avais pas intégré au PowerPoint, mais ce n'est pas une perte au regard du PowerPoint de ce soir. Donc, Mohik, je vous ai montré tout à l'heure le visage El Fatcha qu'il représente. Et donc, Mohik, durant le Hirak, a réalisé sur les toits de la Casbah le visage, ce visage El Fatcha sur les toits. Et donc moi, quand j'ai vu cette vidéo, puisqu'il en a réalisé un peu une forme de performance, de mise en scène, donc je pensais que naïvement, que c'était à destination des réseaux sociaux, puisque je lui dis sur le toit, il n'y a pas de public. Et alors il me dit oui, en effet, on l'a posté sur les réseaux sociaux, on a eu un public sur les réseaux sociaux. Mais il me dit non, il y avait une volonté de public. Je lui dis sur les toits, vous avez fait venir les gens, comment ça s'est passé? Il m'a dit non, c'était pendant les manifestations du Hirak. C'était destiné aux hélicoptères du Hirak qui surveillaient les manifestations. Et j'ai trouvé ça un clin d'œil assez
assez formidable, assez intéressant, de faire de l'art partout, pour tout le monde, et y compris un public qui n'est pas forcément le plus réceptif. Et puis, c'était quelque chose d'assez intéressant. Et sous couvert, mais quand même, voilà, donc il y a une démarche politique, mais sous couvert d'esthétisme, parce qu'il me disait c'était la première fois que je réalisais mon œuvre à l'horizontale. Donc, il y avait pour lui aussi une démarche esthétique qui prévalait. Très bien. Donc, je pense que vous l'avez dit à plusieurs reprises, leur art a justement pour vocation d'être vu dans l'espace public, mais cet espace public est néanmoins quand même encore très, très contrôlé aussi par l'État algérien. Donc, la question, c'est pour moi comment les artistes font, comment ils agissent sous la contrainte, quelles sont leurs stratégies de contournement finalement des forces de l'ordre. Donc, tout simplement, comment se prennent-ils à ce jeu aussi? Est-ce qu'ils graffent ou font leur art que la nuit? Voilà, c'est un peu de savoir comment ils s'organisent pour pouvoir s'exprimer entre guillemets librement, mais sous contrainte quand même dans cet espace public. Donc, en effet, ils vont chercher donc, à s'affranchir de ces contraintes, ou du moins à les contourner par une série de stratégies. Donc, ils vont adapter donc leur méthode, donc ils vont simplifier leurs œuvres ou avoir recourir par exemple au collage, même si recourir au collage nécessite au préalable d'avoir imprimé, d'avoir soit la plupart de ceux qui font du collage ont des formations d'infographistes ou travaillent aussi dans des ateliers d'infographie qui leur permettent d'avoir le matériel nécessaire. Donc, ils vont recourir au collage, au pochoir, ou alors ils vont simplifier leurs œuvres. Ils vont être furtifs ou investir l'espace public tôt le matin ou tard le soir. Et surtout, ils vont investir des lieux stratégiques dans lesquels ils vont avoir le soutien du public. S'ils sont dans un espace qu'ils connaissent et dans lesquels ils sont connus aussi des habitants, des gens du quartier, l'intervention des autorités sera plus délicate, plus difficile parce qu'elle va susciter l'attroupement. Mais lorsqu'ils veulent graffer, ils veulent également, c'est une volonté de leur part d'entrer en contact aussi avec le public, de pouvoir discuter de leurs œuvres, donc de se produire en journée. Donc, alors, ils ne demandent pas les autorisations parce qu'elles leur seraient refusées. Et donc, ils vont recourir notamment au collectif, donc pour surveiller les abords, au cas où il y aurait des interventions. Et puis, parce que lorsqu'ils sont plus nombreux, c'est aussi plus délicat d'avoir une intervention. Donc voilà, ils vont recourir au collectif et donc à cet effet, ils vont graffer aussi à travers des mouvements comme le mouvement L'Art République, donc je vous ai présenté tout à l'heure en début. Vous l'avez mentionné très brièvement en parlant de Moïc qui a justement posté son œuvre ensuite sur les réseaux sociaux et c'est un point que je voulais aborder également avec vous, c'est-à-dire on vit aujourd'hui dans un monde connecté où là on ne peut pas faire l'impasse justement d'Internet. Selon le rapport digital en Algérie en 2021, 59,6% des Algériens ont accès à Internet, ce qui leur donne évidemment aussi accès à ce que certains chercheurs ont appelé un espace public numérique. Dans quelle mesure les artistes que vous avez pu rencontrer et interviewer ont-ils eu recours à ces nouvelles technologies d'information et de communication pour soit justement organiser leur terrain, leurs actions sur le terrain et ou aussi pour partager leurs œuvres avec le public, mais aussi un public, je veux dire, au-delà de l'État algérien. Alors, en effet, c'est un recours intense aux réseaux sociaux. Intense, oui, puisque ça l'a été également pour moi, puisque donc en étant à distance, j'ai mis en place une veille artistique donc, par le biais des réseaux sociaux. Donc, je les suis sur les réseaux sociaux et c'est par ce biais-là que j'ai pu les contacter. Et donc, j'ai utilisé les réseaux sociaux à des fins justement là, de recherche. Et ça m'a amené à questionner justement leur usage des réseaux sociaux, élément que je n'avais pas envisagé, mais qui renvoie aussi, qui est une illustration du contexte contraint dans lesquels ils évoluent et se produisent, puisqu'ils utilisent les réseaux sociaux donc, pour diffuser leur production, pour entrer en contact avec le public. Ça leur permet également de pérenniser dans le temps leur œuvre qui va être effacée. Certaines pages Facebook ou Instagram se sont même créées avec une volonté d'archivage, cette fois-ci d'inscrire vraiment dans le temps long leur production.
Ça, c'est un élément qui est assez intéressant, puisqu'il n'existe pas de fonds d'archives photo sur ces pratiques. Donc voilà, une volonté d'archivage, une volonté de diffusion, une volonté également d'appel au mouvement qui se relaie via les réseaux sociaux. Et du coup, l'espace virtuel, d'un mur à un autre, finalement, devient une continuité de l'espace public. Et ça, c'est intéressant, notamment de l'étudier au regard, ensuite, lorsqu'ils postent sur les réseaux sociaux, les échanges qu'il peut y avoir dans les commentaires. Donc, des questions, des interrogations, des surprises, des débats qui vont être lancés. Et puis aussi un soutien auprès donc, de la société, au sein de la société algérienne, mais également au-delà. Et c'est aussi pour eux la possibilité de se faire connaître au-delà des frontières algériennes et aussi d'entrer avec en contact avec un public au-delà de la société algérienne. Et donc là, je voulais vous montrer une œuvre de l'artiste oranais Seth, et qui donc lui, n'étant pas étudiant aux Beaux-Arts, qui réalise des fresques murales à Oran, et n'étant pas exposé, a décidé de descendre ses tableaux dans la rue et les a installés dans l'espace public. Alors, c'était assez intéressant. Par le biais de Story, j'ai suivi la mise en place. Donc, on les a vus descendre avec ses amis, descendre les tableaux dans la rue. Donc, c'est quelque chose d'assez particulier en Algérie. Donc, les gens les regardaient de manière... ils déposent dans l'espace ces tableaux et ils filment. Oui, et les gens passent à côté, mais ne discute pas avec lui, le regarde de manière un peu étrange, et il n'y a pas d'interaction. Et donc, il est déçu, il rentre, il poste tout cela sur les réseaux sociaux, et là, il va y avoir interaction. Et donc là, c'est clairement le pouvoir des réseaux sociaux qui est important en termes de continuité d'espace public. C'est là où il va y avoir un échange, et il va échanger avec son public. C'est aussi un espace, c'est ça peut-être ce qui est intéressant, notamment lorsqu'on parle d'espace public numérique, c'est-à-dire c'est un espace qui est pas aussi contrôlé par les institutions étatiques que l'espace public, on va dire, traditionnel. Alors, si vous me permettez, oui. Justement, donc, certains artistes, pour eux, c'est une ouverture, une liberté. Pour d'autres, certains me disent il y a probablement un contrôle également, ou du moins une veille également qui est mise sur ce qu'ils produisent. Après, ce qui est aussi intéressant, donc ça montre, c'est l'illustration aussi du contexte contraint dans lequel les artistes sont, mais ça révèle aussi le manque ou comment dire, les failles, les carences des politiques culturelles, une volonté pour les individus de discuter avec les artistes, mais de ne pas oser le faire dans l'espace public, mais une volonté sous le fait d'être anonyme aussi sur les réseaux sociaux ou d'être sous le nom d'un pseudo, de poser ces questions et d'avoir une envie de rencontre avec l'art. Après, les réseaux sociaux ne peuvent pallier le rapport sensible que l'on peut avoir à l'œuvre d'art et la rencontre de visu que l'on peut avoir avec l'artiste. Donc, quand je les interrogeais sur leur rapport aux réseaux sociaux, certains affirmaient que c'était un moyen de diffusion, que c'était la possibilité pour eux de se faire connaître, d'entrer aussi en contact avec d'autres artistes et d'autres publics, mais qu'on ne mesure pas non plus la réception d'un artiste au nombre de likes, et que cela n'empêche pas le contrôle également insidieux qu'il peut y avoir. Et qu'en est-il justement des échanges transnationaux, qu'il y a pu y avoir entre des artistes algériens, mais aussi des artistes peut-être égyptiens et tunisiens, puisque eux aussi, ils ont recouru assez régulièrement justement aux réseaux sociaux. Donc, est-ce que certains artistes algériens se sont peut-être inspirés de ce qui se faisait ailleurs ou pas trop? Alors, c'est une question que je leur posais, notamment au regard des événements qui se passaient au Liban, à Beyrouth, puisqu'on était sur des temporalités et des contextes similaires, et qu'il y avait pu avoir des organisations, des associations qui comparaient le Hirak algérien avec les manifestations au Liban. Et donc, je leur demandais si les appropriations artistiques dans l'espace public qui se passaient, qu'on pouvait voir au Liban, les inspiraient. Alors, ils étaient au fait sur les questions, mais c'est moins
les appropriations artistiques dans l'espace public au sein des différents pays arabes les inspiraient, semble-t-il, moins, enfin du moins c'est ce que moi je ressentais dans les entretiens, que les événements ou les appropriations artistiques qu'il pouvait y avoir en Europe. Peut-être également aussi en raison des liens avec la diaspora donc, algérienne en France et également notamment aussi, de manière générale en Europe qui sont plus forts peut-être. Ouais. Eh bien, je me permets de conclure donc cette troisième partie de notre débat, pendant laquelle nous avons donc pu constater avec vous que l'art sert en Algérie comme un moyen de résistance, mais il offre aussi un décentrement du regard qui permet justement de penser autrement finalement le réel auquel les Algériens et les Algériennes font face. Car l'art a ce pouvoir de faire bouger sensiblement nos schémas de représentation et les interrogations et les débats que l'art provoque dans la population seraient alors bénéfiques au processus de démocratisation d'une société. Et je vous propose donc de voir cela avec vous dans la dernière et quatrième partie consacrée à notre débat aujourd'hui, qui portera sur l'art urbain comme générateur d'une citoyenneté recréative. Pour celles et ceux qui nous suivent sur Zoom, n'hésitez pas d'ores et déjà de poser vos questions dans le Q&R et ceux qui sont avec nous dans la salle, évidemment, vous avez aussi le droit de poser ensuite vos questions après que nous ayons conclu notre débat. Donc, vous écrivez que l'art, en jouant justement sur cette ambiguïté dont nous avons déjà parlé entre esthétique et politique, contribue à la politisation des publics. Ma question pour vous, c'est est-ce qu'on peut alors dire plus directement que l'art ouvre la voie à une démocratisation par le bas? D'une certaine manière, lorsque les artistes, dans les mouvements qu'ils organisent, impliquent les publics, on est dans une volonté justement donc, de démocratiser leurs pratiques artistiques et de réimpliquer, donc, d'impliquer, de réhabiliter les habitants en tant que citoyens dans la vie du quartier. Par exemple, si on prend le mouvement donc l'art est public, donc c'est un mouvement donc, qui naît en 2017 à Béjaïa. Un collectif, donc le coordinateur principal, donc c'est Yann Ouchené, hein, qui est donc un artiste DJ actuellement présent sur Paris, qui organise des événements, qui organisait des événements artistiques et culturels en Algérie, et notamment des festivals de musique techno dans le désert. Et donc, il organise en 2017 le mouvement L'art est public. Donc déjà, on a un jeu de mots sur le titre, donc qui joue sur le fait que l'art est un objet public et en même temps qui renvoie à la chose publique, la chose commune. Donc le jeu de mots est intéressant. Et donc il va impliquer, donc il implique les artistes, différents artistes, donc graffeurs, mais également d'autres qui font du théâtre, qui font de la danse, à monter ensemble une cagnotte collective pour rassembler des fonds nécessaires pour avoir du matériel et investir un quartier donc en périphérie de la ville de Béjaïa. Et donc, ils investissent cet espace, qui est un espace délabré, dont les politiques urbaines délaissent, et décident, en accord avec les habitants, de graffer sur cet espace, de réaliser des fresques murales. Et donc, en impliquant les publics dans l'organisation, dans la réhabilitation, requalification, on va dire, de cet espace, on est bien sur une idée d'impliquer, de revitaliser la vie de quartier, et donc on participe à faire de l'habitant le citoyen de son quartier. Donc on est à travers l'art sur un acte symbolique, notamment en contexte autoritaire, assez fort. D'autant plus que si leur volonté est esthétique, leur volonté est artistique, se cache ou se couvre une volonté également plus ou moins politique affirmée lorsqu'ils vont graffer par exemple sur une maison délabrée une fresque dont le message « Dessine-moi ton rêve », je dessine une maison. Et donc là, qui renvoie aussi aux questions politiques de mal logement, qui peuvent interpeller de manière indirecte les autorités urbaines sur le délaissement à la marge de cet espace. Donc, une implication des publics, un discours politique, une volonté donc de revitaliser par le bas, de démocratiser aussi les pratiques artistiques, d'aller à l'encontre des discours négatifs qui pèsent sur les artistes. On est donc sur un discours à la fois esthétique et politique
qui participent, oui, à une revitalisation démocratique, à une réhabilitation citoyenne. Je voudrais peut-être aussi revenir un peu sur le terme que vous employez de citoyenneté récréative, car il me semble que ce concept peut peut-être évoquer pour certains une connotation péjorative, faisant plutôt penser à une oisiveté de la part des citoyens qu'à un réel engagement politique. Pourquoi avez-vous choisi ce terme de citoyenneté récréative? Alors, ce terme de citoyenneté récréative, je l'emprunte donc à... C'est un concept de Chardel qui explique la valeur symbolique de l'art qui peut permettre d'impliquer les habitants, d'impliquer les individus et les faire advenir par l'art, les faire recouvrir une certaine citoyenneté. Et à cet effet, il insiste sur le fait que donc, les activités artistiques et créatives, c'est aussi penser et agir autrement. Et donc, notamment au regard des contextes autoritaires, c'est assez fort symboliquement. Après, cela peut paraître oisif ou léger. C'est souvent ce qui est reproché aux politiques artistiques et culturelles. Ce sont dites comme des choses peu sérieuses. On parle davantage, voilà, les politiques sécuritaires ou économiques, ça c'est sérieux, puis les politiques culturelles, ça l'est moins. Or, peut-être par en creux ou de manière insidieuse, des politiques qui ont un véritable pouvoir ou un pouvoir par le bas qui peut être significatif. Donc, on pourrait finalement dire que l'art public sert aussi comme interstice social peut-être ou comme un producteur de liens sociaux. Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner quelques exemples concrets pour montrer comment l'art public a permis justement de créer ce que certains ont appelé un convivialisme ou le sens du vivre ensemble en Algérie? Oui, alors dans le cadre de mes travaux, je dresse donc progressivement au fur et à mesure une typologie sur justement donc, donc, les différents types de mouvements, hein, les genres artistiques, et puis également donc, leur pérennité dans le temps, dans l'espace, leur diffusion et leur rapport au public. Et puis, est-ce qu'elle se couvre plutôt d'esthétisme ou plutôt de politique? Et donc, à cet effet, j'ai défini, notamment donc, à un fil conducteur avec 3 mouvements, donc ceux que j'ai appelés plutôt les pionniers, donc, avec les ateliers donc, de Denis Martinez, ancien professeur aux Beaux-Arts d'Alger, qui dans les années 1980, donc, dans la ville de Blida, organisait des ateliers estudiantins dans lesquels il demandait à ses étudiants de créer en étant en interaction avec les publics. Donc, on était sur une volonté de discuter, de discussion entre les artistes et le public. Ensuite, avec les mouvements, par exemple, de Medreb et de Djart 14, donc respectivement 2015-2014, qui se tiennent à Alger, on est sur une volonté d'impliquer les publics, donc à travers la création d'urbanisme tactique pour Djart 14, ou d'implication également au sein de tables rondes pour la revitalisation des quartiers de Hama à Alger. Donc une implication plus importante sur les questions urbaines. Et avec les mouvements comme La République depuis 2017, on est sur là une volonté peut-être de conscientiser, de politiser le public avec justement son implication, mais sous couvert d'un discours politique qui va sur la question du logement à Béjaïa, sur la question de l'environnement et de l'écologie à Blida, par exemple. Et est-ce que vous avez aussi eu connaissance peut-être de certains groupes de sociétés qui utiliseraient peut-être l'art comme une manière pour exprimer leurs revendications qui autrement sont inaudibles dans la société algérienne ou pas trop? Moins. Pour l'instant, alors après, par exemple, si on prend les installations publiques de Fouad Bouadba, qui, lui, a son fil conducteur artistique, c'est d'aborder les questions de la migration et des kharagas et de ceux qui partent et qui meurent en Méditerranée. Donc, d'une certaine manière, il a la volonté de visibiliser ceux qui sont invisibilisés, ceux à qui on ne donne pas la parole, ceux qui n'ont pas la parole et qui ont comme seul espoir de traverser. Okay. Donc, on a parlé de la citoyenneté récréative. Donc, si l'art public mène justement de fil en aiguille à cette citoyenneté récréative, il produit aussi également
une requalification urbaine par le bas. Donc, c'est un sujet que vous avez pas mal travaillé dans votre mémoire. Donc, vous parlez notamment d'un urbanisme tactique qui se met en place avec la création d'espaces qui répondent mieux aux besoins justement des habitants. Et dans cet urbanisme tactique, on va effectivement chercher à revitaliser des zones qui sont délaissées par l'État. Et on a effectivement un certain nombre d'actions qui peuvent être menées. Donc, dans vos travaux, vous en parlez notamment du chair bombing, ce qui est une action de création finalement de chaises à partir de matériaux de récupération. Il y a aussi une action de mettre en place un mur de graffiti, donc le Freedom Wall. On peut aussi voir encore dans la création d'espaces partagés comme les jardins par exemple, une volonté d'habiller des espaces qui autrement sont abandonnés. Donc toutes ces initiatives incitent finalement, comme vous l'avez déjà dit, les citoyens à venir en fait s'investir et s'impliquer dans des activités publiques, donc par l'art. Donc, est-ce que l'objectif recherché dans tout cela, dans cet urbanisme tactique, est-ce que c'est justement de redonner sa juste place aux habitants et aux individus dans l'espace urbain? Donc après, il me semble, c'est une interrogation qu'on peut poser aussi bien en Algérie qu'en France. Hein. Ce n'est pas un sujet qui est propre à l'espace urbain algérien. Oui, il y a une volonté de réhabiliter. Hein, c'est ce qu'on a pu évoquer déjà avec le mouvement La République à Béjaïa, une volonté d'impliquer les habitants. Je voulais pour cette question vous montrer, mais c'est pas grave, ne vous embêtez pas, développer un exemple concret sur la ville de Blida, qui, contre toute attente, est une ville assez dynamique en termes artistiques et culturels. Donc, on est à 40 km à peu près au sud-ouest d'Alger. Donc, on est dans l'ombre du rayonnement culturel de la capitale. Et pour autant, donc celle qui est surnommée la ville des Roses est une ville dynamique en termes artistiques et culturels. Donc, par héritage, héritière des ateliers de Denis Martinez, qui, dans les années 1980, organisait déjà des ateliers estudiantins, comme on a pu l'évoquer. Et une ville qui va notamment être investie donc, en 2019 par le mouvement La République, c'est-à-dire que le mouvement s'étend en Algérie et notamment donc, à Blida où il va avoir lieu. Et donc là, les coordinatrices décident d'organiser donc, dans une rue qui a mauvaise réputation, donc de nettoyer cette rue et de l'investir par l'art. Et donc elles vont donc sans autorisation officielle, mais en demandant l'autorisation, donc ils vont peindre notamment les murs de l'école, donc ils vont demander les autorisations à la directrice de l'école, qui va permettre la réalisation de cela. Et donc ils vont investir cette rue en accord avec les habitants, qui vont impliquer dans le processus donc de nettoyage, ensuite de production, de réalisation. Et voilà, donc c'est celle-ci. Et donc, non, voilà, donc on ne touche plus. Voilà, c'est celle-ci. Pour ceux qui peuvent la voir, regardez-la bien, peut-être qu'elle va s'effacer. Et donc, ils vont notamment mettre en place ce dispositif participatif, artistique, public, comme on l'appelle. Et donc, c'est donc quelque chose qui a été décidé en commun avec les habitants. C'est quelque chose donc, qui va être réalisé par l'artiste. Et donc, il y a énormément de choses intéressantes sur cette photographie. Donc, moi, je suis derrière le photographe qui prend la photo. Et donc, on y voit des jeunes filles qui se prennent en photo. Et donc, en fait, le public est amené à venir se placer au milieu des ailes, sous l'auréole, se prendre en photo, renvoyer à un compte Instagram donc, qui est donc l'auteur signe, enfin l'artiste signe par son compte Instagram et renvoyer. Donc là, on est sur un élément donc, qui implique les publics à plus d'un titre. Dans la réalisation donc on est dans la requalification urbaine puisque une rue qui était donc peu fréquentée devient de nouveau fréquentée et puis c'est un lieu qu'il faut ensuite poster sur les réseaux sociaux donc voilà il faut que tout le monde vienne se prendre en photo et c'est le lieu dans lequel il faut être. Donc on est donc implication des publics, également implication du public dans l'œuvre d'art. Donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire que l'artiste amène le public, on devient sur un public qui est spectateur à un public qui devient spectateur puisqu'il prend part à l'œuvre et en même temps il participe à sa publicisation sur les réseaux sociaux. Et donc une implication
qui se joue à titre de requalification urbaine et qui agit également dans la réhabilitation citoyenne, puisque participation à la fois dans le processus créatif, puis ensuite dans le processus de publicisation. Et donc là, on est sur un service c'est Joël Zask, donc qui a notamment beaucoup travaillé sur l'art public, qui appelle cela faire un service pour le public, mais qui fait advenir le public également. Et donc, ça révèle d'une certaine manière, ou plutôt du moins, ça peut questionner aussi le pouvoir de l'art public, justement sur ces questions de requalification urbaine et de réhabilitation citoyenne. Et donc là, ce sera en termes de conclusion peut-être, mais on observe bien que l'art public est angulaire, enfin, est une pierre angulaire sur un objet à la fois social et un objet spatial, voilà, au regard du contexte autoritaire algérien, puisqu'il est réalisé sans autorisation, mais il va être conservé, puisqu'il permet en creux une requalification urbaine sans autorisation, mais tout à fait tolérée, on va dire, au regard des autorités, puisque bénéfique. Et en plus, je rajoute un dernier élément. Ce qui est intéressant en termes de réhabilitation citoyenne, c'est que cet événement à Blida a été un succès, a créé une dynamique. Quelques mois plus tard, une association s'est emparée d'une autre rue sur le même modèle. Et puis, on retrouve aujourd'hui certains de ces artistes et puis certains de ces habitants qui ont participé au sein de l'école Crescendo School qui a vu le jour. Et donc, voilà, on crée des communs et une dynamique artistique et culturelle au sein de la ville de Blida. Une dernière question, et je m'arrêterai là, après on ouvrira au débat avec le public. Est-ce que donc, vous étiez un peu sur le terrain, vous avez fait beaucoup de recherches aussi à distance, étant donné le contexte sanitaire actuel. Mais est-ce que vous pensez que le pari est quelque part réussi en Algérie, que le gouvernement a, peut-être depuis les mobilisations du Irak, pris la mesure de l'utilité de la démocratisation de l'art et de la culture dans l'espace public, ou est-ce que pour vous, il y a encore du chemin à faire? Je pense que cela a encore de beaux jours devant soi. Pris la mesure, alors au tout début du Hirak, il y a l'ancien chargé aux affaires culturelles, M. Salim Dada, qui avait publié un article, un interview dans lequel il expliquait sa volonté de replacer l'art dans l'espace public. Toutefois, s'en est suivi durant le Hirak aussi une forte période d'enfermement, d'emprisonnement, de bâillonnement des artistes. Donc, il questionne cette réelle volonté d'art public. Après, des opérations comme Freedom Wall, qui célébrait l'anniversaire du Hirak, ont pu se tenir sans intervention des autorités. Donc, c'est un mur d'expression sur le Hirak qui a eu lieu à Alger Centre, Maurice Lavelle. Et donc, je vous ai montré tout à l'heure quelques réalisations, c'est la réalisation de la colombe notamment, et qui à ce jour sont toujours présentes. Alors, ça questionne peut-être une patrimonialisation en creux, ou du moins une gestion difficile des questions vives. Est-ce que ça questionne une volonté d'instaurer un art public? J'ignore la position officielle du gouvernement algérien sur ces questions. Merci beaucoup Gaëlle pour votre présentation. Je suis prête, et nous sommes prêtes, de prendre les questions du public s'il y en a. Oh là, il y en a beaucoup. Il y a une question de M. Roman Stadinski. Existe-t-il pour l'Algérie l'équivalent du projet Creative Memory pour la Syrie, qui vise à archiver toute cette mémoire créative, l'archivage de tout ce qui se fait et sur les réseaux sociaux et les réalisations artistiques? Alors, il n'y a pas de projet officiel, mais en effet, il y a des pages de réseaux sociaux, notamment la page Ekteb, auprès desquelles j'ai fait un entretien, qui elle, a vu le jour, Ekteb, ça veut dire écrit en arabe, et qui a vu le jour, le premier jour des manifestations du Hirak, par Camille Abbas, qui était jeune étudiante, qui est toujours jeune étudiante à Paris, et qui ce jour-là a voulu écrire. Et donc, elle a publié, et elle n'avait pas de lieu pour publier. Et donc, elle a créé cette page avec une amie à elle. Et donc, elles ont écrit ce qu'elles ressentaient ce jour-là, le jour de ses premières manifestations. Et en fait, cela a eu une très bonne réception. Et c'est devenu une page où tous les gens pouvaient poster quelque chose en lien avec le Hirak. Et donc, en effet, elles sont actuellement en train de structurer cela avec une volonté de trier les textes,
par thématique, par pertinence, et peut-être aussi de les allier avec certaines photographies. Enfin, voilà, il y a un projet en cours. En ce qui concerne le graffiti, vous avez également la page L'Arcute, donc sur les murs, qui, elle, prend en photo. Donc, en fait, non. Enfin, c'est plutôt les personnes qui ont photographié. Il faut leur envoyer la photo avec le jour où ça a été photographié et puis le lieu exact. Et ils postent sur les réseaux sociaux. Et donc là, ils postent des graffitis. Et donc, c'est une volonté d'archivage d'une certaine manière et donc de rassembler ce qui se fait et de lutter aussi contre le caractère éphémère de ces productions. Deuxième question de Anissa Bellil, qui vous remercie beaucoup pour le travail formidable et la conférence très intéressante ce soir. Ma question est simple, y a-t-il une surreprésentation ou une sous-représentation de certains sujets par rapport à d'autres dans les œuvres artistiques? Si oui, lesquels? Alors moi, je me suis beaucoup intéressée sur le graphe et le street art. J'ai commencé maintenant à mettre un terrain... donc je continue cette étude-là et j'ai commencé à faire des entretiens avec ceux qui réalisent des performances dans l'espace public ou des installations dans l'espace public, et y compris les danseurs. Donc c'est un terrain qui est pour l'instant en cours. Donc, pour l'instant, je n'ai pas suffisamment de matière pour l'exposer. Donc, c'est peut-être pour cela qu'il y a une prédominance de l'art graphique et du street art et du graffiti. C'est aussi le street art et le graffiti, malgré que ce soit un caractère éphémère, quelque chose qui est plus peut-être abordé dans les recherches en cours au sein des sciences humaines et sociales, parce que, par exemple, la performance, elle est temporaire dans l'espace. Il faut être présent pour pouvoir la saisir. Alors qu'un graphe, même s'il est temporaire, potentiellement, il a une durée de vie plus ou moins longue, donc il peut être saisi plus longtemps. Et par rapport au sujet, justement, puisque je crois que la question est portée sur aussi les sujets qui sont traités justement dans les performances artistiques. Alors, est-ce qu'il y a une prédominance ou est-ce que c'est assez variable? C'est assez variable. On va avoir, par exemple, des fois des revendications romantiques. C'est voilà, des appels à la romance. Je dis cela parce que l'Arcute, à un moment, avait commencé à faire des thématiques justement sur les graphes qui parlent voilà, des sujets amoureux. Donc, par exemple, après, depuis le Hirak, c'est aussi beaucoup sur les revendications sociales, les revendications de la jeunesse. Il y a aussi quelque chose qui est un peu moins mis en avant, mais c'est aussi toutes les questions liées au Haraga, alors qui ont pris de l'essor depuis les manifestations. La question des femmes aussi, des femmes qui s'affirment dans l'espace public. Voilà, donc oui, il y a des thématiques peut-être plus prédominantes que d'autres, mais voilà, de nombreuses thématiques quand même qui avec le Hirak, ont permis quand même de déconstruire peut-être, pas des tabous, mais ou de mettre en lumière plutôt la diversité des revendications. Une question de Laurent Dianou qui dit « Vous parliez de politique culturelle officielle, quelle est-elle? Que font les établissements de formation d'art, les beaux-arts et autres dans ce mouvement artistique? Quel rôle joue-t-il? L'espace public est délaissé parce que vécu comme extérieur à soi ou se le approprier, est-ce en devenir plus responsable ?» Alors, donc, oui, il y a une politique culturelle officielle en Algérie qui a été décrite par certains chercheurs comme creuse ou nationaliste, on va dire, dans la ligne droite du gouvernement. Les instituts comme les Beaux-Arts d'Alger, eux, ont vocation de formation, d'exposition et de diffusion. Donc, par exemple, un certain nombre d'artistes que j'ai pu montrer, Seth à Oran ou encore Morik à Alger, sont étudiants aux Beaux-Arts. Après, par exemple, Fouad Bouadba, qui lui donc fait des installations publiques que j'ai pu évoquer sur la thématique des migrants, des Haraga. Lui est un ancien étudiant des Beaux-Arts de Annaba. Et par exemple, lors de sa présentation d'œuvres finale de validation de diplôme, lorsqu'il a voulu exposer son travail sur les Haraga, ça a suscité débat. Est-ce qu'on accepte au sein des Beaux-Arts qu'il propose cette thématique? Et il l'a proposé par soutien de certains de ses professeurs. Mais par exemple, là, ça a suscité le débat. Donc, ce sont des instituts culturels, à vocation de formation, d'aborder plusieurs thématiques, mais qui sont aussi peut-être plus ou moins
investie par quelques directives. Ensuite, j'ai perdu le fil de rapport à la façon de se réapproprier l'espace public. Est-ce qu'on en devient plus responsable? Est-ce qu'on le considère comme quelque chose d'extérieur de soi en Algérie? Et puis, est-ce qu'on se le réappropriant, on en est plus... Oui, il y a une volonté, notamment lors des implications, les artistes, et puis l'implication des publics, ensuite qui va se traduire par une dynamique plus générale de réimplication au sein du quartier. Donc, ça va être après des individus qui vont prendre part dans le milieu associatif, notamment culturel, artistique, mais également autres. Par exemple, je pense à l'association Les Ateliers d'Alger, qui organise des ateliers à Alger, des ateliers de quartier, où les individus, les gens du quartier prennent part au sein des questions de société à l'échelle du quartier. Donc oui, on est après sur une réappropriation plus large, une dynamique qui va se créer, oui. Une question alors de Grégory. Y a-t-il des artistes qui réalisent des dessins de rue? Je ne sais pas ce qu'il entend par là, parce que le graffiti, peut-être un dessin. Y a-t-il une forme de dessin de rue? C'est les dessins qu'on fait en direct, peut-être? Alors, de dessins de rue, de ceux qui font des caricatures dans la rue, de ceux qui peignent des portraits. C'est pas plus expliqué. Parce qu'après, voilà, il y a des fresques murales, voilà, donc qui vont aborder toutes thématiques. Ça peut être une représentation figurative d'un portrait. Ça peut être des figurés aussi vivants. Par exemple, Maurice avait réalisé des oiseaux, des colombes. Après, ça peut être plusieurs formes. Je pense peut-être qu'il entend quelque chose qui est de direct, de l'ordre de la performance qui se fait en direct, en interaction avec le public. Ah oui, alors oui, il y a des... parce que donc, les artistes souhaitent, eux, rentrer en interaction avec leur public. Donc, certains revendiquent la volonté de faire leurs œuvres en journée. Donc, oui, alors, de manière plus ou moins furtive, ça dépend du contexte, comment cela évolue. Mais après... le public n'entre pas toujours pour autant en discussion avec, par méconnaissance, incompréhension ou désintérêt également. Dernière question, peut-être cette fois-ci. Une personne qui pose la question de l'avenir des fresques murales. Que deviennent-elles et si certaines sont encore conservées maintenant? Donc, tout dépend où est-ce qu'ils se produisent. Lorsqu'ils se produisent dans des espaces un petit peu en marge sociale ou spatiale, celles-ci ont une durée de vie plus longue, puisque elles sont soutenues par le public. Certaines même font partie de la vie de quartier. Cette œuvre devient représentative de cet espace. Après, d'autres, souvent à caractère plus politique, ou par exemple les fresques par exemple, qui représentent les oiseaux, celles-ci qui n'ont pas de caractère nationaliste, ont des durées de vie plus courtes. Donc, celles-ci, oui, vont être effacées. Je parle de ces oiseaux parce que donc, il y a quelques semaines, j'ai demandé à l'artiste Morik d'aller photographier cette rue Maurice Lavelle dans l'incapacité de m'y rendre en Algérie. Je lui ai demandé d'aller photographier. Donc, je lui avais montré les photos que j'avais réalisées de la rue, puis je lui ai demandé est-ce qu'elles y sont toujours, est-ce qu'elles ont été, dans quel état elles sont, et puis est-ce que... Et donc, il m'a montré, donc la plupart sont restées. Puis il m'a dit, regarde, moi, celle que j'avais faite, donc ces oiseaux. Et puis il m'a dit, regarde, ça a été repeint. Puis je lui dis, comment ça se fait alors que les autres, il me dit, parce que moi, je n'ai pas peint le drapeau de l'Algérie, moi, j'ai peint des oiseaux. Et c'est un habitant du quartier qui, du coup, est venu repeindre, qui a passé un coup de pinceau sur ses œuvres. Et il me dit, parce que représenter des oiseaux, des figures animalières, du vivant, c'est pas forcément compris, c'est pas jugé comme esthétique. Merci beaucoup. Merci pour les questions du public donc à distance. Il y avait des questions ici aussi dans la salle. Donc, oui, allez-y. Bonsoir. Pardon, il faudrait parler vraiment bien fort parce que le micro il est intégré dans la caméra. Donc, pour bien faire en sorte qu'elle nous capte. J'avais une question par rapport à la communauté même de ces artistes. Est-ce qu'il y a une tension de la différence entre, d'une part, cette communauté d'artistes qui signent leur œuvre, qui sont vraiment revendiqués, la communication derrière, et quelque part une promotion des artistes à l'espace public, et
et de l'autre, toutes ces œuvres d'anonymes, d'amateurs Et je pense par exemple à toutes ces fresques de supporters de foot. Est-ce qu'on ne dispute pas certains espaces stratégiques, notamment dans le quartier populaire, entre cet art un peu issu des écoles des beaux-arts et un art plus informel? Oui, alors, Permets-moi juste, je vais reposer les questions pour être sûr que les personnes qui nous suivent sur Zoom ont bien entendu. Donc, Madame a posé une question sur la concurrence en fait entre les artistes qui se produisent donc dans l'espace public, et elle pose une deuxième question qui était de savoir s'il n'y avait pas justement des espaces stratégiques et si justement des artistes qui sortent des beaux-arts se disputent ces espaces stratégiques avec des artistes, on va dire, plutôt ordinaires et qui proposent un art donc pas forcément semblable à celui des artistes des beaux-arts. oui, alors il y a même plusieurs catégories. Alors ça, je l'ai découvert au fur et à mesure que je faisais mes entretiens. Donc, il y a les artistes donc, algériens qui font partie aujourd'hui maintenant de la diaspora algérienne en France. Il y a ensuite les artistes algériens de l'École des Beaux-Arts d'Alger. Puis ensuite, on a les artistes algériens des autres écoles Beaux-Arts. Et puis ensuite, on a ceux qui ne sont pas forcément sortis des écoles Beaux-Arts. C'est à peu près… Donc, en effet, on a un jeu de concurrence. Après, certains outrepassent cela et disent bah non, c'est un artiste, voilà, c'est le public qui va faire, qui va devenir artiste, s'il est doué, voilà, il n'y a pas de concurrence en soi. Après, pour d'autres, oui, la concurrence est assez affirmée. Je viens de telle école, non, lui, non, je ne le connais pas. Voilà, il y a si des fois, c'est une certaine forme de mépris peut-être. Bon, après, ça, c'est… En France, il y a bien Paris et les écoles parisiennes et puis les autres universités de province. Donc, voilà, je pense que ça se retrouve aussi dans d'autres endroits. Ce n'est pas spécifique à l'Algérie, mais en effet, oui, il y a des jeux de concurrence. Alors après, est-ce que ça se joue pour le choix et le placement des œuvres, des concurrences? Ça je l'ignore. Est-ce que ça va jusque-là Parce qu'après, ils se regroupent en collectif. Et là, c'est par affinité artistique, c'est par affinité sociale aussi. Par exemple, il y a des connexions entre plusieurs artistes là, qui sont donc des Beaux-Arts d'Alger et des Beaux-Arts d'Oran. Mais dans le groupe, il y en a un qui n'est pas du tout aux Beaux-Arts, qui fait d'autres études et qui est très bien intégré à leur groupe et qui réalise des œuvres avec eux. Et pour autant, il ne vient pas du même milieu de formation, on va dire. Merci beaucoup, Gaëlle. Il y avait encore une autre question, monsieur, je ne vous vois pas, mais je pense que vous avez levé la main tout à l'heure, non? Non? Alors, Myriam. Je vous remercie beaucoup, c'est vraiment absolument passionnant. J'ai une question qui porte sur les thèmes et les thèmes politiques. Est-ce qu'il y a des représentations de la Palestine ou de Jérusalem ou de la Syrie, ou disons, voilà, est-ce qu'il y a un engagement artistique politique aussi? Parce qu'à l'inverse, quand on est en Jordanie, par exemple, il y a beaucoup de représentations évidemment, de Jérusalem et compagnie, mais il y a aussi un discours important sur l'Algérie et le rêve de l'indépendance et du fait, voilà, de l'Algérie. On a toujours ce point de vue palestinien très positif envers l'Algérie. Est-ce qu'on a la même chose en Algérie envers la Palestine dans les représentations artistiques? Alors, je ne l'ai pas vu, moi, dans les représentations artistiques. Après, je n'ai pas exploré non plus tous les genres. Mais dans le discours, en tout cas, qu'ils peuvent tenir, il y a un discours sympathisant à la cause palestinienne, notamment aussi parce que c'est une cause palestinienne qui va dans le sens global qui va interroger aussi l'indépendance des peuples, l'intégrité, les questions éthiques, sociales, voilà, d'affranchissement à l'autorité, aux contraintes de manière générale. Donc oui, mais je pense que c'est peut-être plus fort dans l'autre sens. C'est-à-dire que
Oui, le discours de l'indépendance algérienne est très très fort pour être allé en Jordanie également, est très très fort en Jordanie, même également y compris au Liban, également auprès des artistes. Ouais. Peut-être oui, plus fort dans un sens que dans l'autre. Mais une piste à interroger, une nouvelle piste à interroger. Il y a encore une question de Zoom ou Facebook, je ne sais pas. Zoom, de Madame Gina Abarkan. Oh, c'est une de mes anciennes élèves. Voilà, elle vous salue et elle demande, vous avez évoqué l'affirmation des femmes par cet essor qu'est l'art en Algérie. Quels sont les sujets qu'elles abordent et comment ces derniers sont-ils reçus par les personnes à qui sont destinées ces œuvres? Alors, je te remercie, Lina, pour ta question. C'est une de mes anciennes élèves. Oui, donc il y a des artistes de femmes en Algérie. C'est pas parce qu'elles sont artistes femmes qu'elles produisent un art féminin, comme certains pourraient dire, ou quelque chose à destination des femmes. Par exemple, Sarah El Hamed, elle interroge les questions mémorielles. Après, là, actuellement, elle a réalisé un film après aussi sur la sororité, par exemple. Donc là, elle interrogeait clairement la question des relations femmes-sœurs. Et puis, elle est en cours des travaux sur les femmes guerrières. Donc, elle a un volet sur les femmes, mais elle a aussi d'autres thématiques qu'elle aborde qui ne sont pas forcément liées à la cause des femmes. Quelle réception Une réception auprès des artistes affirmés, professionnels, auxquels moi j'ai pu mener des entretiens positifs, puisque elle est considérée comme une artiste professionnelle. Donc voilà, une artiste. Après aussi d'autres artistes ou d'autres publics qui peuvent être plus fermés, mais pas spécifiques à l'Algérie. Ça, c'est de manière générale sur les questions de genre. Certains vont juger ça moins sérieux ou plus désuet. Peut-être une dernière question aussi sur laquelle on pourrait s'interroger, c'est le rapport en fait de la diaspora. Quel regard porte la diaspora algérienne en France, par exemple, sur ces productions? Est-ce qu'il y a des liens qui se tissent entre artistes qui sont peut-être ici et d'autres qui sont en Algérie? Est-ce qu'il y a peut-être des envies de coproduction aussi Oui. ou pas? Oui, alors il y a des... Alors, ce qui est intéressant, donc pour avoir rencontré ceux en Algérie et puis donc ceux en France. Alors en France, ils retrouvent leur lieu de sociabilité également, puisque je faisais un entretien avec une personne et puis je lui dis tiens, tu le connais peut-être, demain je vais voir. Mais c'était mon binôme au Beaux-Arts à Alger. Donc voilà, donc ils se retrouvent en fait, et puis ils vont mener aussi des projets en collaboration en France, et puis ils vont relayer aussi beaucoup sur les réseaux sociaux les projets de leurs collègues, de leurs amis, et ils vont également aussi soutenir ceux lorsqu'il y a affinité, lorsqu'ils se retrouvent dans le discours esthétique ou politique ou par affinité sociale également, ceux en Algérie. Et il y a aussi des volontés de coproduction. Certains, je pense notamment à certains avec lesquels j'ai pu faire des entretiens qui étaient à Londres, qui ont eu des financements, par exemple, de la part de projets d'instituts comme AFAC pour mener des relations, des ateliers donc en Algérie à destination justement de formation pour les artistes en Algérie. Donc il y a une volonté aussi de ce que j'ai pu apprendre ailleurs ou ce que j'ai pu aussi, ce qu'ils peuvent réaliser aussi dans les autres pays. Ils ont aussi envie que ce soit possible après de faire une rencontre en Algérie ou de pouvoir le diffuser aussi en Algérie. Oui, donc les relations de la diaspora, oui, sont assez fortes. Et puis, donc, on a aussi des jeux de rétro-influences diverses qui vont se mener, qui vont être observables. Et au-delà de l'artistique même, puisqu'on a parlé tout à l'heure de l'urbanisme tactique. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on observe aujourd'hui aussi ici. Et donc, la question en fait, des flux, des va-et-vient, des idées, des échanges, je pense que ça doit jouer quand même un rôle assez important. Oui, puis plusieurs que j'ai pu rencontrer en France, très investis, par exemple, dans les milieux associatifs de quartier en Algérie, sont aujourd'hui très investis dans le milieu associatif de quartier en France. Et justement, en réalisant des ateliers
J'ai notamment l'exemple d'un Mehdi Boubaker, donc, qui est photographe et qui est ancien étudiant des Beaux-Arts d'Alger et qui donc, a exposé à l'Institut du monde arabe ses photographies puisqu'il était auteur d'une exposition Tag Ala, donc sur Tag, qui faisait le jeu de mots avec la loi du plus fort en dialecte algérien et qui lui voilà, était très investi en Algérie et qui vit maintenant sur Rennes et est très investi dans les pratiques donc, de graphe, de photographie et de calligraphie auprès de la jeunesse rennaise. Eh bien, s'il n'y a plus d'autres questions dans la salle ni sur Zoom, je prends ça comme le mot de la fin. Merci beaucoup, Gaëlle, d'avoir partagé avec nous les premières recherches et les premiers résultats de vos recherches. J'espère que nous aurons l'occasion de vous accueillir un peu plus tard lorsque vous avez avancé dans votre thèse que vous démarrez donc, à l'Université de Tours. En tout cas, c'était un plaisir de vous écouter. Désolée encore une fois pour le PowerPoint qui n'a pas très bien marché, mais je crois que vous avez un site et donc celles et ceux qui sont intéressés peuvent aussi aller voir sur votre site les photographies que vous avez réalisées lors de votre terrain en Algérie. Bien, merci beaucoup. Merci également, c'est avec plaisir. Et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine, toujours le mardi soir à 18h30, pour un autre débat, cette fois-ci avec Anne-Laure Mahé de l'IRSEM et avec Clément Dehaye de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et le sujet, la semaine prochaine, va porter sur la transition soudanaise, comprendre les enjeux et les acteurs et les clivages auxquels le Soudan fait face. Merci beaucoup de nous avoir suivis et je vous dis donc à la semaine prochaine et bonne soirée.